Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous désormais habituel dans les programmes de Canal 3 Bénin. C'est toujours la fête, sinon l'effervescence autour des 35 ans de la conférence des forces vives de la nation qui bouclait ses travaux le 28 février 1990. À la veille de la clôture, 35 ans après donc, nous faisons le bilan sur cette émission avec mon compagnon de tous les jours sur cette tribune, Anissé Carlos Oké. Anissé Carlos Oké, bonjour. Bonjour Tanguy. Bilan, disais-je donc, ce sera en deux temps. D'abord, le point qu'on peut faire des assises à l'occasion, il y a 35 ans. A-t-on vraiment avancé ou gagné quelque chose? Une certaine génération pense que non. On fera en tout cas les échanges tout à l'heure. Puis on dressera aussi le chemin des 35 ans parcourus, les 35 dernières années au Bénin sur les différents plans politiques, économiques et social, pour voir un peu si nous avons aussi avancé sur ce chantier-là. C'est Carlos Oké. Bonjour à nouveau. On dit partout ailleurs, sur le continent et bien au-delà aussi, qu'on avait réussi un coup en 1990. Est-ce que c'est vrai? C'est une réalité. C'est un vrai coup que nous avions réussi parce que c'était inédit de voir un pays qui était divisé, dont les fils ne voulaient plus se parler, dont le système politique était tombé pratiquement en décadence, battre un rappel de tous les fils et de tous les fils du pays, de tous les fils et de toutes les filles du pays, pour se réunir dans une même salle, les condamnés à mort avec leurs bourreaux, et les autres forces syndicales qui étaient complètement fâchées parce que la situation du pays était devenue critique. Voir tout ce beau monde dans une même salle, parler d'une même voix et prendre une décision commune pour l'avenir du pays, c'était quelque chose d'inédit. Et si les circonstances de l'époque, à savoir le discours de la Baule, le pouvoir décadent et l'environnement mondial qui nous y contraignait, même si ces circonstances avaient poussé le régime de l'époque à battre ce rappel, il faut avouer que la réussite de la conférence en elle-même a été un coup de maître que les Béninois ont réussi et qui, ma foi, d'ailleurs, a fait tache d'huile. On s'est vu sur une dizaine de jours, on a discuté, ça fait déjà une réussite ça. Mettons que partout, on peut s'asseoir à tout moment, on peut aboutir à des conclusions. Peut-on dire fondamentalement que ces assises ont abouti à quelque chose de positif à la fin, au soir du 28 février 90. Oui, on peut le dire, parce que le régime a changé. Le système politique a changé, et ce n'est pas un changement approximatif ou un changement, on va dire... où on prend du vieux pour faire du neuf. On prend du vieux pour faire du neuf. Ce n'est pas du replâtrage qu'on a fait. On a changé du tout au tout le système politique. On est parti du système militaro-marxiste à une démocratie libérale, et tout cela en 10 jours. Il faut avouer que les conditions étaient telles que le régime de l'époque pouvait difficilement refuser un certain nombre de choses, mais les circonstances favorables aussi qui ont accompagné cette conférence ont fait que ceux qui étaient partis au départ pour remettre le bateau de la révolution à flot, en apportant peut-être une contribution de l'extérieur, on finit par obtenir, en affirmant une certaine souveraineté, on finit par obtenir que le régime soit complètement, le bateau du PRPB soit complètement vendangé, et que le système disparaisse d'ailleurs complètement de la scène nationale pour laisser la place à un renouveau démocratique. Et ça, c'est assez inédit parce que le renouveau démocratique, la démocratie en elle-même était une rareté sur le continent. Et on peut dire qu'en tout cas que ce changement permet quand même d'avoir un nouveau vent qui souffle sur le Bénin et qui le relance notamment au plan politique. Mais est-ce qu'il n'y a que ça qu'on a gagné? Est-ce qu'il y a des acquis? C'est ça que vous voulez dire? Absolument. Les acquis de la conférence, c'est que oui, nous avons montré au monde entier que nous avons la capacité, lorsque cela s'impose, de dépasser les égos pour mettre le pays au centre de nos préoccupations, de nous asseoir
pour trouver les solutions aux problèmes qui se posent. C'était parce que c'était l'acquis oui. principal. À mon sens, c'est l'acquis principal. C'est ce que nous montrons au monde que nous pouvons faire. Et d'ailleurs, vous verrez que jusqu'à présent, nous continuons de regarder dans le rétroviseur parce qu'en 35 ans, on n'a pas fait mieux. On n'a rien fait de mieux ensemble. Et ça n'a rien d'extraordinaire parce que le régime dans lequel nous sommes entrés il y a 35 ans était précisément un régime qui posait comme principe que les uns doivent s'opposer aux autres. Et donc, il n'est pas possible d'obtenir dans une telle occurrence un consensus sur tout ce que nous avions à faire. Nous avons fait semblant à un moment de nous accommoder de la possibilité de nous entendre sur un maximum de choses. Mais évidemment, chemin faisant, les réalités nous ont rattrapés. Et puisque les uns essayent d'avancer pendant que les autres essayent de les tirer vers l'arrière, il n'est pas possible que l'entente puisse durer tout le temps. Donc, après quelques alternances, nous sommes arrivés à un niveau où l'exercice du pouvoir a fini par créer des situations de friction partout dans la société. Il y a des exilés, il y a des prisonniers, parce que nous avons évidemment ce train de renouveau démocratique avec les anciennes habitudes. Est-ce qu'il faut dire que le Bénin a un mérite particulier quand on voit, l'avait évoqué tout à l'heure, le contexte national et international, national avec justement les difficultés à la fois économiques, politiques, subies par le pouvoir de Kérékou qui finissait dans le temps international parce que justement le mur de Berlin chutait, la conférence de Bâle se tenait et on avait aussi que toutes les portes s'étaient pratiquement fermées au Bénin. Si le régime à l'interne était obligé de faire ça, il y avait aussi que ceux qui étaient à l'extérieur avaient besoin de rentrer aussi. Donc chacun avait un intérêt que ça réussisse. Donc ce n'était pas une singularité. Non, mais vous verrez que c'est une singularité parce qu'ailleurs, les gens ont essayé de faire la même chose. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour la simple raison que les objectifs de départ n'étaient pas les mêmes que chez les Béninois, par exemple. Est-ce qu'ils avaient la même pression que nous-mêmes? Ils avaient la même pression parce que les Français nous pressaient. Il y avait le discours de la Bâle qui obligeait tous les chefs d'État de la sous-région à passer du régime de la dictature au régime de la démocratie. Et c'est la méthode qui a différé. Si peut-être d'autres pays avaient fait la même chose avant nous, peut-être n'aurions-nous pas réussi aussi brillamment notre conférence nationale. Et si nous avons réussi, c'est parce que nous étions les pionniers et qu'à l'époque, en entrant dans la salle pour la première fois de la conférence nationale, personne ne pouvait imaginer comment ça se terminerait. Donc, ce qui a été obtenu du régime militaro-marxiste le 28 février 1990 n'était pas envisageable au début de la conférence nationale. Et c'est cela qui fait la singularité du Bénin. Et c'est là, je dis, le principal acquis. Parce que si c'était à refaire, c'est pas sûr que nous réussissions. Donc deux acquis. Mettons qu'on a changé de cap radicalement en 10 jours, cap politique je veux dire, et puis après on a, mettons quoi, on s'est donné une image à l'international de gens qui peuvent se parler et qui peuvent se dépasser afin d'opter pour des solutions qui les arrangent. Mais à l'interne on s'est querellé quand même. Si certains ont été absents, ils pensent fondamentalement que c'est une entente dans le dos du peuple qu'on a martyrisé, dont on a tué quelques-uns de ses fils, et puis parce que ceux qui étaient à l'étranger pensaient qu'en revenant, ils allaient jouer le premier rôle. D'ailleurs, c'est arrivé qu'ils ont joué le premier rôle, parce qu'ils avaient ça en ligne de mire, ils ont passé à perte et profit tout ce qu'il fallait, le nom justement de cette conférence. C'est pour ça que j'ai fait moi j'ai fait le distinguo entre la conférence des forces vives de la nation elle-même et les 35 années de renouveau démocratique qui ont suivi. Je dis ça parce que le rôle que certains ont pu jouer dans la conférence nationale quand on prend les personnes n'est pas le même qu'ils ont pu jouer dans le renouveau démocratique. Quand vous prenez un certain Robert Dossou, c'était un métronome dans l'organisation de la conférence nationale. Mais quand on le voit dans le renouveau démocratique, il n'a pas tout à fait le même rôle. Donc, déjà, il faut savoir que les 10 jours qu'il a fallu aux Béninois pour s'entendre sur l'essentiel, parce qu'il n'y avait pas de détails, on a eu que les grandes lignes de ce qu'on devait faire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant d'insuffisances à notre niveau démocratique. Les 10 jours qu'il a fallu étaient une prouesse, parce que nulle part ailleurs on a fait mieux.
même ceux qui ont copié après nous n'ont pas pu faire mieux. Il y a des gens qui, après 3 mois, ont fini par dire, bon, ben, on laisse tomber parce qu'on ne s'entend pas. Vous voyez? Donc, c'était une prouesse et je tiens à ce que ça soit salué comme tel. Maintenant, les 35 années de renouveau démocratique, c'est une autre on en affaire. parle. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse aussi que la conférence est longtemps pensée, sinon trop pensée à la politique et à la résolution des problèmes politiques, plutôt que de s'engager sur des chemins comme l'économie, etc. On s'est contenté juste de dire l'économie sera libérale, mettons quoi, au niveau de la culture, bon, l'État est laïque désormais, et puis ça va. Mais on a eu une nouvelle constitution, on a eu des institutions, on a eu de nouvelles lois, c'est allé très vite. C'est allé très vite parce que c'est ce que nous avions souhaité. Et c'est allé très vite parce que ce sont des normes qui existent ailleurs, que nous sommes juste allés copier. Donc, on n'a pas eu à créer, on n'a pas eu à inventer. Donc, c'est allé très vite parce qu'il y avait de la documentation dont nous pouvions nous inspirer, il y avait l'expérience des autres dont nous pouvions nous inspirer, et il y avait les résultats des autres dont nous pouvions nous inspirer. Sauf que, effectivement, comme vous le dites, nous n'avons pas fait le cheminement qui permet d'aller d'un point 0 à une graduation de l'élévation dans la démocratie. Et ça a fait que les grandes lignes qui ont été tracées ont été à peu près respectées au début parce que chacun voulait y mettre du sien pour ne pas être celui par qui le scandale arriverait. Bon, donc, même si certains avaient des prérogatives, ils ne les exerçaient pas, parce qu'ils se disaient, bon, comme tout le monde veut que ce soit la liberté outrancière, je laisse faire. Et c'est comme ça que nous sommes passés maîtres pratiquement dans l'art de nous libérer sur le continent africain. Ça fait partie des plus grandes lacunes que nous avons eues et je pense que ces lacunes se sont traduites aussi dans tous les autres domaines. On va y revenir tout à l'heure. On a souvent pensé, quand on dit conférence nationale, on a souvent pensé à ces acteurs qui se sont réunis, notamment les acteurs politiques qui se sont réunis, mettons, au PLM à Lédio dans le temps, ont fait très peu de place aux militaires qui étaient patients et qui avaient le pouvoir, au-delà de la personne de Mathieu Kérékou. Oui, mais je pense que les militaires n'étaient pas impatients, n'étaient pas aussi impatients que les autres parce que les militaires occupaient aussi une place importante dans l'appareil d'État. Ils étaient en civil peut-être, mais il y avait quand même, on disait, régime militaro-marxiste. Donc les militaires étaient partie prenante dans ce régime et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas eu de remise en cause de l'ordre constitutionnel de leur part. Et c'est d'ailleurs peut-être l'une des raisons pour lesquelles le 16 janvier 1977 par exemple, ils se sont levés comme un seul homme pour défendre la République qui était agressée. Donc les militaires n'étaient pas plus perdants que les autres parce qu'ils avaient plus intérêt que d'autres d'ailleurs à voir le régime perdurer. Mais la conférence leur a permis de retourner dans les casernes. Et ce n'était pas à leur avantage. La preuve, c'est qu'on leur a dit de retourner dans les casernes parce qu'ils n'y étaient plus. Et ils étaient partout, ils étaient chefs de district, ils étaient préfets, ils étaient directeurs de société, ils étaient partout, ministres et tout ça. Donc, la conférence a dit, vous rentrez dans les casernes parce que c'est la condition sine qua non pour que nous puissions avoir une démocratie qui dure un peu. Et si les militaires devaient faire irruption à nouveau sur la scène politique, ça remettrait en cause tout ce que nous avons bâti. C'est pourquoi la conférence a tenu absolument à verrouiller cette disposition qui les mettait complètement hors du jeu politique. Et de sorte que même pour faire de la politique, il faut d'abord démissionner de son corps de quelques années avant, avant de faire de la politique. Donc les militaires dans les casernes, ça rassurait tout le monde et ça donnait enfin, on voyait bien venir une ère nouvelle où les militaires n'avaient plus de rôle prépondérant à jouer. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait à la conférence qu'il ne fallait pas faire? Ça, avec le recul, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que le résultat, je pense qu'il est au-delà de ce que chacun a pu espérer au départ. Non, tout ce qui a été fait devait être fait. C'était parfait. C'était pas parfait, mais tout ce qui a été fait devait être fait. Par exemple, le moment où les conférenciers ont estimé qu'il fallait que la conférence soit souveraine, ça a été un moment délicat. Ça a été un tournant très, très délicat. Mais nous avons su négocier ce tournant
Je dis nous, même si nous n'y étions pas tous. Je dis nous parce que tous ceux qui nous représentaient là-bas avaient fait ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Et dès lors que la conférence est devenue souveraine, toutes les autres décisions ont pu passer. Passons à ces 35 dernières années au Bénin depuis la fin des travaux. Beaucoup de choses, hein, quand on voit la physionomie du Bénin le 19 février 1990 et la physionomie du Bénin le 19 février 2025, c'est deux contrastes parfaits. Ah oui, on peut dire ça parce que, bon, on entrait dans un apprentissage. Les textes, les normes que nous étions fixées ont été copiées sur des démocraties qui avaient des siècles même parfois d'expérience. Et nous commencions avec des tests que les autres se sont donnés après de nombreuses décennies et même parfois de nombreux siècles d'expérience. Donc, les hommes n'ont pas changé. C'est ça qui a fondamentalement fait la différence. Ce sont les mêmes hommes qui avaient conduit la révolution, qui se sont entremêlés avec ceux qui sont arrivés de l'étranger. N'oubliez pas que Mathieu Kérékou n'avait pas été chassé du pouvoir. Il est resté au pouvoir et il a continué de diriger le pays, même si, entre-temps, on lui a collé un premier ministre et formé un gouvernement de technocrates. Les autres qui étaient autour de lui n'ont pas été complètement balayés du système. La preuve, il y en a qui sont restés dans le système politique jusqu'à aujourd'hui. Quand je prends un Ousmane Batoko, qui était déjà un révolutionnaire bon teint et qui est aujourd'hui un démocrate bon teint. Donc, les hommes n'ont pas changé. Ce sont les textes qui avaient changé et je pense que nous avions eu tort de penser qu'il suffit que les textes normatifs soient changés sur un papier pour que le miracle du changement se produise. Ça a été la faiblesse du système révolutionnaire et du système du renouveau démocratique. Bon, on a eu au moins un acquis fondamental, c'est la liberté d'expression et surtout la liberté de militer dans un parti politique. La liberté d'expression, liberté d'association et tout ce qui s'en est suivi. Et on a pu voir que ça a donné lieu à une floraison d'organes de presse, à une floraison de syndicats, à une floraison de partis politiques. Et je pense que de n'avoir pas limité ces choses-là au départ a donné lieu à, on va dire, une multiplication exponentielle. Il y avait des syndicats partout, il y avait des partis politiques partout. Et il y avait toutes sortes d'organisations qui avaient vocation à faire prospérer la démocratie. Sauf que la culture qui accompagne ça, l'enseignement qui accompagne ça, l'éducation qui accompagne tout ça n'a pas été assurée, de sorte que c'est par mimétisme que nous faisions certaines choses. Et ce mimétisme nous interdisait toute notion de responsabilité et de discipline. On a pensé même à un moment que les notions de responsabilité et de discipline étaient incompatibles avec une bonne démocratie. Et donc, pour ne prendre que l'exemple de la presse, nous étions devenus premiers sur le continent. Non pas parce que nous avions un mérite professionnel, mais parce que le gouvernement de l'époque avait le mérite de nous laisser faire ce que nous voulions. Vous voyez, ça fait une grande différence. C'est le gouvernement qui avait le mérite d'avoir permis à la presse d'être, on va dire, d'être dans le libertinage. Mais ce n'étaient pas les professionnels qui grandissaient du point de vue professionnel pour acquérir des connaissances de base qui font les bons médias. Donc, autant en est-il des médias, autant en est-il des syndicats, autant en est-il de tous les groupes, des partis politiques qui n'avaient pas vocation véritablement à contribuer au développement du pays, mais à assurer des positions personnelles et à faire de la marchandisation parce que c'était le sport national, la marchandisation, pour se positionner. Même pour voter des lois à l'Assemblée nationale, il fallait qu'on débourse de l'argent. Et on va dire l'ingestion massive d'argent dans la politique date de ce moment-là, parce que sous le renouveau démocratique, la corruption a atteint des seuils inimaginables, à un tel point qu'un président a cru devoir marcher contre la corruption. Et le système, la gestion même du patrimoine de l'État était un peu gangréné. Et il y avait beaucoup de laisser-aller. Et chacun se positionnait
en fonction de ses intérêts du moment et en fonction de l'intérêt de son groupe. Continuez à parler des avantages ou des acquis de la démocratie. On a eu quand même, je dois dire, une économie qui s'est libéralisée et diversifiée. Oui, mais quand vous regardez le résultat, c'est que l'économie nationale ne s'est pas mieux portée que sous la Révolution. Ah bon? Non. Il y a eu l'initiative privée, on a construit des citoyens qui sont devenus, je dois dire, qui ont eu des pouvoirs financiers qui ont grandi, etc. On a fait la fortune oui. de certaines personnes. On a fait la fortune de certaines personnes. Dans un pays ça n'a rien à voir oui. avec le fait que les gens aient construit des entreprises, qui aient prospéré, qui aient employé des personnes et qui aient grandi progressivement. Donc, c'était des fortunes subites qui disparaissaient tout aussi subitement lorsque le régime n'était plus en place, lorsque le régime changeait. Donc, nous avons cultivé, on va dire, le mythe de l'argent. L'argent était, on va dire, le but principal que tout le monde poursuivait. Dans les marchés publics, en faisant de la politique, en allant à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas le meilleur reproche qu'on peut faire au monde économique, c'est les affaires. Mais je le dis parce que quand vous regardez autour de nous, à part Glo Djigbe que Patrice Talon essaye de faire décoller vaille que vaille aujourd'hui, il n'y a rien dans le tissu économique. Il n'y a rien du tout. Ouais. Bah, je ne sais pas, il n'y a pas d'industrie. Bon, on fabrique un peu... Il n'y a pas de société qui a 30 ans d'existence. On fabrique la bière quand même. Bon, vous voyez, la bière se fabriquait depuis sous la Révolution et c'est la même entreprise qui continue de la fabriquer. Ça a résisté au temps. Et c'est la même société qui continue de la fabriquer. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas eu une diversification. En réalité, il y a eu beaucoup de débauches d'argent. On s'est enrichi au passage. L'État s'appauvrissait de manière drastique pendant que les hommes s'enrichissaient, les individus s'enrichissaient outrancièrement. Et c'est ça que nous appelions la liberté, c'est ça que nous appelions la démocratie. Ce qui avait de fondamental, c'était que l'alternance était assurée, vaille que vaille. Donc nous avions une démocratie électorale. Et je pense que l'essentiel de ce qui a été fait depuis 35 ans, c'est cela, la démocratie électorale. Mais dans l'organisation des élections, dans la gestion du train de vie de l'État, dans la gestion du patrimoine de l'État, dans la gestion des affaires administratives, l'argent a tout gangréné. À un tel point que nous étions tous d'accord, après un certain nombre d'années, qu'il y avait de grosses réformes à faire pour que les choses puissent retrouver un aspect normal. N'oubliez pas que l'un de nos présidents, à un moment, a fini par dire que cette démocratie-là, que c'était du Nescafé. Et n'oubliez pas que son successeur nous a tous dit que nous avions un passé honteux. Le passé honteux, ce n'était pas celui de la Révolution, c'est celui de 90 à ce jour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si deux personnes qui sont restées au pouvoir, c'est-à-dire qui ont regardé dans la marmite et qui ont regardé tous les aspects de notre vie politique, portent ce genre de jugement, c'est que quelque part, il y a beaucoup de choses à revoir. Toujours les avantages, hein, mettons, au plan socio-culturel maintenant, on a quand même vu que les travailleurs, plus ou moins, ont acquis des droits, ce qui n'était pas forcément le cas sous la Révolution, et que aussi au plan de la liberté de religion, etc., on a fait quelques pas en avant. On n'a plus vu dans les vaudouins et les vaudouisants de potentiels sorciers qui habitaient les baobabs à travers le Bénin. Non, les droits avaient été acquis aussi par les travailleurs sous la Révolution. Sauf que peut-être sous la démocratie, il y a eu beaucoup de mouvements syndicaux qui parfois ont paralysé le pays pendant des mois, qui parfois ont occasionné des dégâts matériels et humains considérables, qui ont fini par faire que les travailleurs ont obtenu quelque chose de plus substantiel. Mais dans le fond, la gestion de la liberté en général a été faite en toute irresponsabilité depuis 35 ans. Et aujourd'hui, moi je dis, nous avons des éléments de comparaison sur lesquels nous allons revenir plus tard, qui permettent de dire, en fait, pendant toutes ces années de 90, peut-être jusqu'en 2016,
qu'est-ce que nous avons gagné, qu'est-ce que nous avons perdu. Et aujourd'hui, que nous avons l'obligation, je dis l'obligation, de nous conformer aux lois par rapport au civisme fiscal, civisme administratif, civisme même politique, civisme dans tous les domaines, peut-être que nous avons obtenu quelque chose aussi. Il faut mettre les deux périodes là dans la base. C'est pourquoi je dis que nous avons aujourd'hui des éléments de comparaison qui nous permettent de nous asseoir pour réfléchir à un système politique qui nous arrange tous. Nous avons perdu quoi sur le plan des libertés depuis 2016 et qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'est-ce que nous avons gagné sur le plan des libertés entre 1990 et 2016 et qu'est-ce que le pays a gagné? Quand on fait la balance, je crois qu'il y a des remises en cause à faire. Peut-être que les choix que fait Patrice Talon pour nous tous nous choquent un peu, parce qu'il le fait sans tenir compte de l'avis de tout le monde. Si c'est le cas, et si c'est ce que beaucoup de gens pensent, moi je pense qu'il faut aujourd'hui envisager de remettre toutes ces choses-là sur la table et de cesser de regarder dans le rétroviseur, parce que la conférence de 1990, je l'ai entendu dire de la bouche d'un journaliste sur une grande radio ce matin, le 28 février 1990 est une date qui ressemble beaucoup au 1er août 1960. C'est-à-dire que ce sont deux dates symboliques qui ont à peu près la même signification. C'est la libération, n'est-ce pas? C'est l'indépendance. Et depuis 1960 que notre libération a été proclamée, notre indépendance a été proclamée, est-ce que nous sommes un État indépendant réellement? Non. Parce que le cheminement qui permet d'aller vers l'indépendance n'a pas été fait. Nous avons sauté des étapes, nous avons pensé qu'il y avait des acquis et nous avons dormi sur nos lauriers, de sorte que plus de 60 ans après, nous sommes encore plus dépendants qu'hier. C'est la même chose que nous faisons avec la démocratie. Sommes-nous vraiment un pays de démocratie? Moi, je réponds tout de suite que non. Et ça ne date pas de 2016. Nous n'avons jamais été un pays démocratique. Ah oui? Jamais. Comment? Parce qu'un pays de démocratie... Tout au moins, pour les 10 ans de Mathieu Kérékou démocratique, on peut dire qu'on a fait de la démocratie. Ce n'est pas parce que Mathieu Kérékou a, à titre personnel, une certaine idée des choses et qu'il a fait les choses à sa façon, en nous laissant faire. Ce n'est pas pour ça que nous sommes devenus des démocrates. Je vous ai donné l'exemple de la presse tout à l'heure. Oui, ce n'est pas parce que nous étions une presse très libre que nous étions une presse professionnelle. Vous voyez? Donc, ce qui se passait dans les partis politiques à l'époque, ce n'est pas du point de vue de la morale et de l'éthique. Ce n'est pas acceptable. Mais ça nous plaisait bien parce que ça permettait à chacun de tirer ses marrons du feu. Ce qui se passait dans les institutions. N'oubliez pas combien nous dépensions pour organiser les élections. Quand on organisait les élections, tout le monde devenait riche dans le pays. Tout le monde devenait... Il y a des gens qui devenaient milliardaires juste parce qu'on a organisé une élection. Et on se battait pour aller dans la Sénat parce que une fois que vous avez mis pied là-bas, c'est fini. Vous êtes riche. Vous voyez? Il ne faut pas oublier que ces choses-là se sont passées. Il ne faut pas oublier que dans la gestion de nos marchés publics, nous avons tout fait pour nous enrichir. Il suffit que quelqu'un ait un petit marché, il devenait riche. Vous voyez? Ces choses-là, c'était des tares. Mais nous les vivions avec bonheur, nous les vivions avec contentement, parce que ça nous permettait d'avoir de l'argent. Et chacun pensait que, bon, la démocratie, c'est un état de jouissance permanent. Et personne ne se rappelait qu'il y avait des devoirs qui s'y attachaient. Et personne, d'ailleurs, n'était là pour nous le rappeler et pour appliquer c'est le système de ruissellement. Si déjà en haut, enfin, d'une manière ou d'une autre, on peut en avoir et que ça ruisselle vers le bas, ça peut se comprendre qu'on se soit contenté de ça depuis, oui, bien depuis sûr. 35 ans. C'est pour ça que je vous dis... Qu'est-ce que veut le peuple? En fait, quand on fait le bilan, c'est quoi? Quand on fait le bilan, qu'est-ce qui est acquis véritablement sur le plan de la démocratie? La liberté. Il n'y a rien. Et les institutions aussi. Il n'y a rien du tout. Les institutions fonctionnent, on les a renouvelées. Il y a des institutions, oui. Il y a tout ce que vous voulez. Une classe politique. Mais ce n'est pas acquis. Ah ouais? Ce qui est acquis, c'est ce que vous avez de façon durable et qu'on ne peut plus vous enlever.
Les institutions, on ne peut plus les enlever, non? Vous pensez que dans le Bénin d'aujourd'hui, là, il ne peut rien se passer qui remette en cause tout ça? Bien sûr, la remise en cause de l'ordre constitutionnel est encore à l'état de projet dans la tête de certains de nos concitoyens. Ah ouais? Regardez autour de vous et suivez bien notre histoire contemporaine. La remise en cause de l'ordre constitutionnel est encore dans la tête de certaines personnes comme mode de dévolution du pouvoir. Oui, mais est-ce que le fait que toutes ces pensées, qui parfois sont des initiatives, peu ou prou menées ou engagées, est-ce que l'échec de ces initiatives n'est pas la preuve fondamentale que justement, on a cet acquis que l'on ait pensé à ça, ou que l'on ait commencé à engager des actions pour y aller, qu'on a toujours échoué? Vous verrez bien que je touche du bois, je souhaite que ça n'arrive jamais, mais si jamais il y avait un coup d'État qui réussissait au Bénin, vous verrez toute une foule dans la rue. Justement parce que ça ne peut pas réussir, parce que désormais... Toute une foule dans la ville en liesse. Vous savez pourquoi? Non. Parce que dans leur tête, ils ne comprennent pas ce que c'est que cette démocratie-là. Ils ne savent pas. Ils ne comprennent même pas ça. C'est pour ça que vous les verrez en train de faire la fête, parce qu'on a mis un coup d'arrêt à la démocratie. Il y a beaucoup de Béninois qui rentreraient dans la rue, qui feraient la fête jusqu'au matin, s'il y avait un coup d'État demain. Il y a toujours les... C'est pour vous dire, Oui. c'est pour vous dire que dans certains pays où il y a des acquis démocratiques, ces choses-là ne sont pas pensables. C'est inimaginable même. Vous voyez, nous n'avons pas la culture, et c'est ça ce que j'essaye de vous dire. La culture qui va avec la démocratie, nous ne l'avons pas. Mais cette culture, on ne l'a pas par hasard. Ça s'enseigne. Ça s'enseigne. Où est-ce qu'on enseigne la culture démocratique dans notre pays? À l'école et dans les partis. Vous avez vu ça où? Le civisme moral, les trois couleurs du Bénin, l'hymne national, je dois bien gérer... Posez quelques questions à n'importe quel jeune que vous voyez dans la rue, vous verrez bien qu'il n'y a rien dans sa tête par rapport à ça. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dur avec, Je ne suis pas dur, avec le Bénin et les je suis Béninois? réaliste. Je suis réaliste. L'actualité contemporaine mondiale montre en réalité que ce n'est pas une crise spécifiquement ou spéciale au Bénin. Vous avez vu le Capitole, l'état dans lequel Trump l'a laissé il y a quelques années. Vous avez vu quand même que c'est sur cette même planète qu'un président a reçu une petite gifle parce qu'on n'était pas content de la façon dont il gère le pays. Peut-être parce que celui-là n'avait pas une arme ou n'avait pas des entrées dans l'armée pour commanditer peut-être un coup d'État qui lui est arrivé à l'esprit de gifler son président. Je suis bien content. Et puis les peuples sont devenus, ont commencé à bouger de plus en plus vers la gauche sur la planète. Je suis bien content que vous ayez donné quelques exemples de cette nature-là pour montrer que partout où nous pensions qu'il y avait des acquis démocratiques dans le monde, ça commence à se fragiliser, à s'effriter. Oui. Donc il n'y a rien d'acquis du tout. Si là où on faisait la démocratie depuis des centaines d'années, on observe ce qu'on observe aux États-Unis aujourd'hui, où Donald Trump est en train de désarticuler complètement ce qui a été construit sur de nombreuses décennies. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'acquis. Si eux n'ont pas d'acquis, ce n'est pas nous qui allons nous gargariser d'avoir le moindre acquis. Surtout que les citoyens ne sont pas convaincus de quoi que ce soit. C'est ça que je vous dis. La démocratie, c'est l'affaire d'une certaine classe. C'est l'affaire de la classe politique. C'est l'affaire de ceux qui sont dans les institutions. C'est l'affaire de ceux qui sont dans les organisations qui tirent profit de ce système démocratique. Le peuple ne comprend rien de votre démocratie. C'est pour ça que lorsque vous allez en campagne électorale, la question qu'il vous pose, qu'est-ce que vous avez amené? Il ne vous demande pas qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez construire dans mon pays, quelles sont les grandes idées que vous avez. On ne vous demande pas ça. Vous avez beau avoir de très très belles idées, on vous dira oubliez ça parce que c'est votre affaire là-bas. Nous autres là, nous avons une préoccupation. Qu'est-ce que vous avez amené pour nous? Et quand c'est comme ça, il faut s'en prendre aux acteurs politiques parce que c'est eux qui ont, je dois dire, travesti l'idée de la démocratie en créant un cercle entre eux et en se pardonnant, en volant et en se tolérant entre eux. Nous avons pris un mauvais départ. C'est à cela qu'il faut revenir. Nous avons pris un mauvais départ. Je vais vous donner un exemple, pas pour blasphémer, mais pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vais dire.
Je vais prendre l'exemple de l'Église catholique. Et en disant ça, ma foi chrétienne que mes parents m'ont léguée n'a aucun problème. Prenez l'exemple de l'Église catholique. Il y a des gens qui vont à l'église tous les dimanches. Et parfois même tous les matins. Pendant plusieurs décennies. Sans jamais savoir comment on vit une vie chrétienne. Ils ne savent pas. Comment ça? Ils ne savent pas parce qu'ils ne peuvent même pas communier. Ils ne sont pas autorisés à communier. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le cheminement qui permet d'apprendre ce que c'est que la vie chrétienne et comment est-ce qu'on la vit. Il faut aller au catéchisme. Il faut aller au catéchisme. Où on vous apprend un certain nombre de choses. Et lorsque vous arrivez à un certain niveau, on considère que vous avez des acquis et on contrôle ces acquis-là avant de vous autoriser. Oui, mais il y en a qui vont au catéchisme, comme vous le dites. Tout le monde n'est pas appelé à aller à l'école. C'est ce que je vous dis. Ceux qui vont au catéchisme, c'est quand on identifie en eux des éléments capables de leur permettre d'accéder à un niveau supérieur et qu'on leur permet d'accéder à ce niveau et qu'ils créent entre eux un cercle qui isole ceux qui sont en bas. Ce n'est pas la faute de ceux qui sont en bas. Ce n'est pas la faute de ceux qui ne sont pas allés au catéchisme. Vous n'avez pas bien compris. Le catéchisme est obligatoire. Ah oui. Il est obligatoire si vous voulez communier. Si vous voulez considérer comme un véritable chrétien qui communie, le catéchisme est obligatoire. Ce n'est pas une option. Et c'est pour tout le monde. Qu'on soit allé à l'école ou pas. C'est la même chose. La démocratie devait avoir un catéchisme. Et nous devrions tous être allés au catéchisme de la démocratie. Pour espérer aujourd'hui dire, 30 ans après, que là, ma foi, nous sommes des démocrates convaincus parce qu'il y a des acquis dans notre tête. Nous ne nous sommes rien enseignés, nous ne nous sommes rien appris. Nous sommes entrés de plein pied dans la démocratie en profitant uniquement des aspects jouissifs de cette démocratie, en considérant que les élections étaient une fête. Et j'entends beaucoup de gens le dire. Les élections ne sont pas une fête. C'est une aberration de penser que les élections sont une fête. Les élections, c'est un moment de gravité exceptionnelle où le peuple, après avoir pris contact avec un certain nombre d'hommes politiques, avoir étudié leur programme et leur projet de société, décide en toute gravité de l'option qu'il faut faire. Ce n'est pas une kermesse. Oui, mais on ne va pas aller voter non plus en se recueillant comme si on venait de recevoir. C'est pas du tout l'idée. Non, l'idée, c'est que ce n'est pas non plus une kermesse où on vient, on chante, on danse, on joue du tam-tam et on se distribue de l'argent et puis tout le monde est heureux. Et à la fin, on fait du porte-à-porte la nuit pour partager de l'argent aux citoyens afin qu'ils aillent voter telle ou telle liste le lendemain. Vous appelez ça de la démocratie? Mais c'est ce que nous faisons et nous en sommes très heureux, nous en sommes très contents. C'est des moyens ou stratégies de conquête de l'électorat. Mais ça n'existe nulle part une démocratie de ce genre-là. Nous avons tropicalisé la démocratie dans ses aspects électoraux, mais en ce qui concerne le droit et la loi, nous voulons rester des puristes. Comment est-ce que c'est possible? On ne peut pas être des puristes sur le plan du droit, sur le plan de la loi, et être des hors-la-loi, des délinquants financiers, lorsqu'il s'agit de faire des élections. Même dans les institutions qui sont chargées de faire des élections, la corruption a tout gangréné. Donc, on s'en contente et on est heureux parce qu'il y a des pays qui nous ont encouragés à entrer dans cette démocratie, que ces pays-là pensent que tant que nous sommes dans une démocratie, même si c'est une parodie, ça les arrange parce qu'ils sont les auteurs, ils sont les parrains et tout le monde se dit c'est grâce à eux que tel pays, et bon, ils nous encouragent et ils financent les élections. Les élections bâtardes dont je vous parlais là, ils financent ça. Et tout le monde est content et tout le monde applaudit. Eux autres, ils savent très bien que ce que nous faisons là, ça ne nous mène nulle part. Au moins, on a quand même cet avantage dans ces conditions-là que ça fait de la rotation, pas de la rotation, ça fait de la succession, tout au moins au sommet de l'État et au niveau des institutions, et ça permet le renouvellement, je dois dire, d'une classe de cadres et d'intellectuels, et ça permet aussi que la génération monte, enfin que l'autre génération monte, prenne le pouvoir et gère à sa façon. C'est déjà un avantage. Ça permet que l'on mange à tour de rôle. Ah ben, si déjà ça peut être à tour de rôle, c'est important. Ça permet que l'on mange à tour de rôle. Ça ne permet pas que l'on travaille à construire le pays à tour de rôle. Ça fait une grande différence.
voyez, quand je prends la belle démocratie du Ghana, un président qui a été jugé totalement incapable parce que la gabegie, la corruption ont atteint un niveau exponentiel et que les Ghanéens l'ont chassé véritablement parce que le pays était au bord de la faillite. Ce même président revient aujourd'hui parce que par le système de rotation... En quoi est-ce que c'est un recul? Enfin, c'est un avantage. Il est allé se perfectionner en temps, il est allé se recycler, les membres de son équipe ont changé. Et qu'il a évalué c'est les mêmes pour savoir qu'il a changé. C'est les mêmes qui reviennent au pouvoir. Et regardez dans notre appareil politique, à nous autres, depuis 35 ans, qui voyez-vous? Vous voyez vraiment un renouvellement? Est-ce que vous voyez vraiment un renouvellement? Il n'y a aucun renouvellement. Les mêmes qui étaient avec Mathieu Kérékou sont allés avec Boni Yayi. Les mêmes qui étaient avec Boni Yayi sont avec Patrice Talon. Et je ne sais pas, où est-ce que vous trouvez le renouvellement, vous? C'est pas parce qu'on admet 2 ou 3 étrangers dans un groupe que le groupe se renouvelle. À la tête des institutions, on n'a pas eu les mêmes personnes. L'Assemblée nationale a connu une série de présidents. Je ne peux pas les rappeler tous ici. Ongwedi, Kola Ole Idi, Amoussou Bruno, Maturé Kofi Nago. Vous voyez les noms que je cite. C'est un renouvellement. La Cour constitutionnelle, ça a connu assez de présidents, etc. Même l'État béninois a connu beaucoup de chefs entre 90 et aujourd'hui. C'est un renouvellement. On n'a pas l'impression que c'est les mêmes qui tournent. Si vous faites la liste des hommes politiques qui tournent dans le pays depuis 30 ans, vous verrez qu'ils vont d'institution en institution, mais ce sont les mêmes. Ils vont d'institution en institution. Il y a une rotation au sein des institutions, c'est vrai, mais ce sont les mêmes. Donc, il y a quelques personnes qui, c'est vrai, plus jeunes, qui font leur entrée, qui émergent, mais ce ne sont pas ces personnes-là qui dirigent. Ils ne peuvent pas diriger tout de suite alors qu'ils sont encore jeunes. Vous voyez bien que ceux qui occupent des fonctions précises depuis longtemps ont continué d'occuper ces fonctions-là et ne lâchent rien du tout. Alors, vous avez vu la sortie récente du PRD, vous avez vu comment ça se passe au niveau de l'UP. Il y a des patriarches qui sont toujours là. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, moi, l'alternance, je trouve à y redire. Ah ouais? Je trouve à y redire. Parce que ce sont les mêmes qui migrent. Parce que les mêmes qui migrent n'ont aucune raison de s'opposer les uns aux autres que lorsque des intérêts ne sont pas pris en compte. Il n'y a que ça qui les oppose. Il n'y a pas de programme politique, il n'y a pas de projet de société qui les oppose. Ils vous diront, ce que nous avons contre lui, ce sont ses méthodes. Parce que ces méthodes en question-là n'ont pas pris les intérêts de celui qui parle en compte. C'est tout. Sinon, en réalité, il n'y a aucune raison de s'opposer les uns aux autres. Et lorsque je prends l'exemple de ces démarcheurs politiques, de ceux qui viennent nous voir pour nous dire c'est tel homme qu'il faut choisir, ils déploient une batterie d'arguments pour nous convaincre que c'est telle personne qu'il faut choisir. Parce que cette personne est en position de financer. Cette personne est en position d'injecter beaucoup d'argent. On vient nous dire c'est cette personne-là qu'il faut choisir. Et une année après, les mêmes reviennent nous dire nous nous sommes trompés. Tout ce qu'il dit, n'écoutez plus, c'est un bandit, c'est un voleur, sauf que nous ne savions pas au moment où nous vous parlions de lui. Est-ce que vous croyez qu'il y a de la morale et de l'éthique dans ça? On peut se tromper de bonne foi. Ah oui? On peut se tromper de bonne foi. Mais le problème, c'est que moi, si on se trompait avec des hommes qui n'avaient pas d'argent, ça me plairait bien. Boni n'avait pas beaucoup d'argent en 2006. Mais il avait du soutien. Il avait un gros soutien financier. C'est de ça que je vous parle. Est-ce que les partis politiques arrivent aujourd'hui à élire quelqu'un en leur sein qui a de la probité, qui a une valeur intellectuelle et morale? Est-ce que ça existe? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai donné l'exemple de Maître Robert Dossou, qui était à la conférence nationale. Mais Maître Robert Dossou, les Béninois le connaissent. Est-ce qu'il a été candidat à la présidentielle? Ouais. Il a créé l'ASD. En 2006, je crois. Allez regarder le score que les Béninois lui ont accordé. Et vous verrez toute la différence. Et pourtant, il a plus de mérite que certaines personnes qui ont été élues. Ah oui? Ah mais parce que, attends. Lui au moins on le connaissait. Non,
ce n'est pas parce qu'on a organisé une conférence, une conférence nationale, c'est pas parce qu'on est un grand intellectuel, pété talent dans son domaine de formation et de profession, qu'on est un très bon acteur politique et qu'on peut challenger les gens, qu'on peut aller convaincre, qu'on peut avoir l'argument de faire adhérer les gens à votre vision. C'est deux choses différentes. Vous pensez que ceux qui ont été élus après sont véritablement des modèles dans le genre que vous êtes en train de décrire là? Capables d'aller convaincre les gens, de convaincre de quoi? De programmes, d'idées. D'idées, de programmes, il n'y en a jamais été question dans ce pays. Enfin. Mais non, c'est de ça que je vous parle. Une démocratie, ça suppose un débat d'idées et ça suppose une population qui est au fait d'un certain nombre de choses, qui a une certaine culture, qui comprend et qui décide en fonction de ce qu'elle comprend. Cette population doit choisir non pas parce que la personne a de l'argent, mais parce que la personne est capable de nous sortir. Un pays comme le Brésil a pu élire un syndicaliste qui n'avait rien. Vous croyez que ça pourrait arriver au Bénin? Jamais. Et a pu le réélire aussi. Ça ne pourrait jamais arriver. Et c'est la raison pour laquelle... Ne dites pas non, ça. Ça ne pourrait jamais arriver. Je ne vois pas quel syndicaliste pourrait se présenter aujourd'hui et qui serait élu. S'il n'a pas d'argent, il ne sera jamais élu. Parce que l'argent, c'est d'abord... enfin, je ne dis pas l'argent. Les élections, c'est d'abord beaucoup d'argent. Parce qu'il faut se déplacer, il faut communiquer, il faut... Je ne parle même pas de ça. On s'entend là-dessus. Ah oui? Je parle de l'argent de la corruption. Je parle de l'argent qui passe, qui circule dans les couloirs et dans les coulisses. Je parle de l'argent du porte-à-porte de la veille, que nous connaissons tous, mais que nous faisons semblant de ne pas connaître. Boni Yahi a essayé de plafonner. Parce que c'était devenu scandaleux. On a essayé de plafonner pour dire tel candidat à telle élection ne peut pas dépasser tel montant. Et la Cour des comptes avait l'obligation de veiller à ça. Vous croyez que la Cour des comptes peut veiller à ça? Elle ne peut pas. Comment? Parce que c'est la nuit que les gens sortent pour aller distribuer de l'argent. La Cour des comptes fait comment? Mais ils doivent sortir l'argent de leur compte. On peut sur la traçabilité. C'est de l'argent qui n'a aucune traçabilité. Vous avez bien vu que un candidat peut débarquer avec des milliards. Et personne ne lui demande où il a trouvé cet argent. Voilà notre démocratie. Personne ne lui demande où il a trouvé cet argent. Il le dépense outrancièrement, il achète tout le monde. Mais pourquoi que le peuple en profite? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est ça la démocratie? La distribution d'argent? On reste affamé. Est-ce qu'on achète le suffrage? Est-ce qu'on reste affamé pour dire démocratie? On ne reste pas affamé, mais on élit quelqu'un qui exécute un programme qui permet à tout le monde de s'épanouir. C'est pas ça la démocratie? Donc, nous n'avons pas ce modèle-là, et je pense que nous sommes dans une parodie depuis 35 ans, même si la conférence nationale reste quand même quelque chose de marquant dans notre vie. Et vous verrez bien, comme je vous l'ai dit, que depuis 35 ans, nous sommes obligés d'aller chercher notre moment de gloire dans le rétroviseur 35 ans en arrière. Parce que depuis 35 ans, le Bénin n'a plus jamais rien fait qui soit aussi grand, qui soit aussi remarquable, avec tous ces enfants réunis ensemble dans une même salle. Et je pense que ça s'invite dans le débat politique aujourd'hui, où il faut recentrer complètement le débat et nous projeter dans un avenir meilleur. Qu'est-ce qu'on fait? On change de couvert? On ne change pas totalement de couvert, mais comme je vous l'ai dit, on regarde la vérité en face. On cesse de se mentir et on s'assoit. On s'assoit parce que ce que j'observe en France ne donne pas envie de se retrouver dans un cas de figure dans 30, dans 40 ans. Ce que je vois aux États-Unis ne nous donne pas envie de nous retrouver dans un tel cas de figure dans 30 ou 40 ans. Est-ce que vous n'êtes pas trop idéaliste? Non, je suis réaliste. Et je pense qu'un système politique, c'est un système qui est construit pour plusieurs décennies et qui permet à un pays d'avancer. Vous voyez, je vous ai donné l'exemple de notre indépendance tout à l'heure. Nous avons eu l'indépendance depuis 60. Est-ce que nous sommes indépendants? Non. Parce que ce n'est pas construit. Il n'y a pas de construction cohérente qui nous permette de dire que dans 30 ans, le Bénin sera définitivement indépendant de tout. On n'a pas ça. Donc, à quel moment devenons-nous un pays véritablement démocratique? À quel moment notre système politique nous permet tous ensemble d'avancer? Parce que lorsque vous avez une maison, qu'elle soit belle et que ça prospère autant que vous voulez, mais lorsque dans cette maison, les enfants ne peuvent pas se parler, c'est-à-dire que
vous leur imposez une politique qui les divise. Vous dites, vous avancez vers l'Est et vous tirez vers l'Ouest. Chacun d'eux va s'acharner dans son rôle à faire ce qu'il a à faire et finalement vous vous retrouvez au point mort. Parce que pendant que les uns tirent à l'Est, les autres tirent à l'Ouest. D'autres disent, nous voulons que ce soit blanc et les autres disent, on veut que ce soit noir. Est-ce que nous, par rapport à notre niveau de développement, par rapport aux défis qui nous attendent dans l'avenir, est-ce que nous avons le loisir d'avoir un système politique qui divise d'office les enfants du pays, qui fait des exilés d'office, parce que vous n'avez pas le choix. Si vous voulez appliquer la règle, il y a des exilés, il y a des prisonniers. Forcément. Parce que vous êtes divisés par le fait même d'adopter ce système politique. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut trouver le moyen que tous les enfants du pays puissent se retrouver et regarder dans la même direction. Je vous l'ai dit tous les jours, moi, de mon point de vue personnel, nous n'avons à rien copier des autres. Un unanimisme. L'unanimisme n'existe pas. C'est impossible d'ailleurs. Nous sommes 13 millions et il y aura toujours des gens, quoi que nous puissions faire, qui ne seront pas contents. L'essentiel, c'est que la grande majorité s'entende sur quelque chose et que cette grande majorité puisse tirer profit de ce que nous faisons. Ici, aujourd'hui, si c'est une majorité qui n'est pas contente, quoi que vous puissiez réaliser, il y a un problème. Il y a un problème. Et j'ai l'impression que, à force de progresser comme ça, même si aujourd'hui nous arrivons à vaincre un certain nombre de fatalités, il arrivera un moment où la fatalité va nous rattraper. Anissé Carlos Oké, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous.